Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ça me fait un immense plaisir de revenir ici à Arras, devant des amis. Et je tiens à remercier personnellement 3 personnes. Bien sûr, le docteur excusez-moi, on a un problème les Français avec le Maroc, la prononciation de vos noms. Extrêmement difficile. Depuis 15 ans, je n'y arrive pas. Excusez-moi, ami de Tabaoui. Excuse-moi, tu me connais, ok? Et Madame Swan Adjaji. Et surtout, je dois remercier, je suis très content de la revoir, Madame Charles Zabila, qui, pour moi, c'est vraiment un modèle de vie et quelqu'un que j'apprécie énormément. Alors, on va passer à la science. Alors, comme a dit Hamid, le sujet de ma conférence est assez vaste. Je vais essayer de vous montrer le rôle des dendrimères, c'est-à-dire des nanoparticules, dans le monde des produits naturels. Quand je dis des produits naturels, ce n'est pas uniquement le produit naturel, mais également des dérivés du produit naturel. Et j'ai choisi un domaine thérapeutique qui est celui de l'anticancérie. Alors, on peut tout à fait rapidement voir les différentes étapes de la recherche d'anticancéreux de la façon suivante. Je n'ai pas de pointeur. Vous voyez, en premier lieu, donc, il y a donc, à peu près 40-50 ans, les premières anticancéreux, c'était des cytotoxiques. On faisait de la chimiothérapie, on continue encore à en faire. Si on touche au sein du noyau d'ADN. Par exemple, le grand exemple, c'est le taxon. Ensuite, on est passé, non pas à inhiber, je veux dire, à inhiber, le DNA dans la structure orale, mais on voit une signalisation, par exemple, du carbone de final, par exemple, ces deux, on devient un petit, voilà, de dérivé en français. Ensuite, on a bougé au niveau de l'intérieur, au niveau de la machinerie cellulaire. Par exemple, le grand représentant de l'esprit, ici, c'est par exemple le guillet. Ici, donc, un des représentants, c'est le métal, on touche à niveau de deux autres. Et enfin, actuellement, on travaille essentiellement tous ces protocoles d'anticancéreux que vous dites encore, on s'oriente de plus en plus vers 3 ou 4, j'allais dire, domaines thérapeutiques qui sont l'utilisation de la nanomycine, des ADC, antibodies, du contact. C'est tout à fait une nouvelle approche pour détruire une protéine. Et j'oubliais bien sûr, en même temps qu'ici, c'est bien sûr les anticorps. Alors, si on analyse ça de façon, j'allais dire, voilà. Les produits naturels, on le trouve à part. On le trouve bien sûr au retard, dans le taxon, ici, donc comme théothérapeutique. Les agents comme le divers, par exemple, les dérivés du divers, également au niveau, j'allais dire, de tout ce qui est ADC et le protac. La majorité des ADC ont un produit naturel, on trouve ça. Et le protac, il n'y en a pas encore, mais c'est l'avenir de travailler au sein avec des produits naturels. J'ai besoin des produits naturels en oncologie et non. Alors, tous les médicaments, on peut les utiliser, on peut les voir de différentes façons. On peut considérer un médicament qui est facile classe, c'est-à-dire que le premier médicament qu'on a dit, il y avait bien avant. Ou alors on est best in class, c'est-à-dire simplement on est le deuxième, le troisième, le quatrième derrière le premier, et on va être meilleur que le premier pour prendre une part de marché, et surtout, pour bien sûr, pour soulager de façon plus adéquate, je veux dire, les patients. On peut également voir ceci, évidemment, soit on parle de la cyclobiologie, et aussi on parle de la cyclobiologie du malade, et on utilise aussi bien sûr les tests scientifiques et les produits naturels, comme vous savez, utilisent essentiellement les tests phénotypiques, c'est-à-dire on ne connaît pas la mécanisation, on fait des tests sur des lignées florales, des lignées de bactéries ou de fungi, et on regarde l'activité, on isole les composés, et on regarde si la mécanisation intéressante ou pas. C'est purement
sincère avec l'expérience personnelle que j'ai, les tests d'éligibilité, c'est une des versions pour trouver de nouveaux médicaments. Les choses pas. Alors, les médicaments, ils ont différentes sources, si vous imaginez. Les produits naturels, mais ça vous le savez aussi bien que moi, parce qu'on parle à ce moment-là des métabolites secondaires, par exemple, c'est des fruits par exemple. On peut soit les activer, soit on fait la moteur modélique pour imaginer les médicaments. Et actuellement, ce qui arrive de façon souveraine, tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning pour essayer de nous aider à développer, donc ce n'est pas. Alors, les produits naturels, comme vous savez, c'est une galaxie. C'est-à-dire que c'est infini. On n'est pas prêt de trouver la fin des produits naturels. J'en discutais ce matin avec le doyen de l'université de Dakar, et c'est clair, l'immensité des produits naturels est infinie. Alors, comme chacun sait, je vais être très vite parce que les produits naturels proviennent du métabolisme secondaire des plantes. En fait, et c'est cette slide que j'ai honteusement pris auprès de monsieur le professeur Azami, de l'Université d'Agadir, et dont vous reconnaissez ici, c'est classique, il y a les alcoolides, les terpénoïdes, les phénols, etc., les coumarines, etc. Et comme j'ai dit précédemment, c'est infini la source de produits naturels. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le pourcentage des produits naturels dans le développement de médicaments. Alors, très simplement, on sait qu'à peu près 80% dans le monde, la population mondiale utilise la médecine traditionnelle, dont les produits naturels. 40% des nouveaux produits mis sur le marché proviennent des produits naturels. C'est pas mal. Et 100% des analysés, c'est un antibiotique conjugué. On a donc conjugué un produit naturel à un anticorps. Rapidement, si vous voyez un peu, entre 37% des produits mis sur le marché, ce sont des produits synthétiques, comme on s'est dit. Le reste, c'est des produits naturels ou des sources de produits naturels. Bon, je peux en faire un exemple. Il y a quelques exemples, ça ne montre pas de soucis, bien sûr. Il y a la quinine, la morphine, etc. de Jackson, qui est produit naturel, qui viennent vraiment des. Moi, ça, c'est là-dessus, pour entrer plus dans le cœur de la présentation. Alors, ça, c'est intéressant, ce sont les produits naturels qui sont des limiteurs, des stabilisateurs de la microtubule. Donc, pour l'assemblage de la microtubule, les anticancéreux, et le plus connu, c'est le taxone, et dérivé du taxone, le taxotère, qui est le taxone. Vous voyez un peu les spécificités naturelles. On peut se poser aussi la variabilité de ces produits-là. Ces produits-là sont regards parce qu'ils ont un espace chimique de variabilité différente des molécules classiques, non naturelles. C'est vraiment pas dans ces molécules. Alors, oui, ça c'est intéressant, j'ai montré cette slide-là parce qu'il n'existe pas, on appelle ça à l'heure actuelle, une publication de revue concernant les produits naturels qui proviennent du marin. Il n'existe pas. Donc, oui, c'est intéressant. Quelqu'un peut se lancer là-dedans. Donc là, vous voyez, si ça provient de la chimie chinoise, vous avez bien la contrainte, c'est pas en fait. Mais ça va être d'avoir le même type d'analyse des produits naturels qui proviennent du marin. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au niveau de la nanomédecine, pour voir rassembler les choses. Alors, tout simplement, les nanoparticules en nanomédecine peuvent diviser en deux grandes catégories. Soit que vous êtes transporteur de médicaments, de produits naturels en l'occurrence, on transporte à l'intérieur de la cellule par exemple, ou de la bactérie ou du virus, un composé actif qui est trouvé qui fait son action thérapeutique. Soit, ceci est de plus en plus utilisé, mais ça reste pratiquement que 5% de la recherche, je suis vraiment généreux, et que la nanoparticule, le médicament, c'est la nanoparticule. Et ça, à mon avis, c'est l'avenir. Et même l'avenir est encore mieux, en sens que de partir des nanoparticules actives par elles-mêmes, des actifs percés, première activité, et d'inclure à l'intérieur un composé naturel actif. Donc on a deux médicaments à l'intérieur, un à l'intérieur, et là c'est la nanoparticule. Et ce qui n'est pas possible. Okay. Donc, dans les nanocarrières, automatiquement, on est sur le best in class, c'est-à-dire qu'on améliore les caractéristiques du produit, absorber les mots. Donc, un filet conjugué dans la nanoparticule, on améliore la data, on diminue la toxicité, on améliore l'activité. On est best in class, on améliore les caractéristiques, le profil de ce produit. Quand on est actif par nous-mêmes, c'est-à-dire le nanoparticule et la nanoparticule, on est système.
j'en ai une expérience depuis 10 ans, 15 ans, à chaque fois qu'on a trouvé des produits actifs, par eux-mêmes, des nanoparticules, dans le domaine thérapeutique, on a toujours eu un mécanisme d'action très original. C'est qui est normal. Parce que, comme vous savez, si par exemple, si je prends de petites molécules, on va toucher par exemple au niveau des kinases, des GPCR, quand on monte en taille, dans les macrocibles, on touche d'autres cibles biologiques, par exemple de protéines d'interaction, et nous, on monte encore plus haut, on a dans une nanoparticule, on va toucher d'autres cibles thérapeutiques, on ne peut pas toucher à des petites molécules. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique, mais rapidement, je vais passer les caractéristiques d'une nanoparticule, soit le nanocarrière, soit, moi j'ai alternative par nous-mêmes, ça ne change pas, ok. Bien sûr, l'important, c'est de traiter les patients. Alors ça, on a eu une discussion tout à l'heure, monsieur le doyen de Dakar, dans le sens que vraiment, c'est l'utilité qui de soigner les patients. Et bien sûr, on a l'aspect académique, on est là pour soigner les gens. C'est l'intérêt premier. Donc on améliore, bien sûr, comme je vous ai dit, les caractéristiques physico-chimiques du produit encapsulé ou conjugué. On peut se servir également de l'intérêt de ce type de nanoparticules parce qu'ils vont spécifiquement dans la tumeur ou dans la bactérie, on va dire aujourd'hui c'est dans la tumeur, okay, et on diminue bien sûr la toxicité du produit, par exemple encapsulé, et également au niveau des surfaces de cyclité. Donc on améliore les activités biologiques, on diminue la toxicité. Et donc vous savez, quand on travaille dans les anticancéreux, le principal problème à l'hôpital, mais ça c'est l'activité. Heureusement, c'est la toxicité des produits. La fenêtre thérapeutique est extrêmement petite, donc on cherche des moyens pour augmenter la fenêtre thérapeutique des anticancéreux. Un des moyens, c'est d'encapsuler le conjugué dans une nanoparticule. Alors, rapidement, là, je vous ai mis, donc il y a un certain nombre, ça c'est des produits qui sont, à part le platine, sont des produits naturels, des débris de produits naturels. Et actuellement, il y en a quand même un peu de produits naturels encapsulés, essentiellement des liposomes, des polymères, en clinique ou commercialisés. Il y a deux produits commercialisés dans ce cadre-là, donc des liposomes qui encapsulent des produits naturels, par exemple, comme la doxorubicine, l'erythromycine, etc. Donc, là, vous avez une liste complète et composée, encapsulée, conjuguée, mais principalement encapsulée, dans les nanoparticules, et exclusivement ce sont des liposomes. On parle de ça, on travaille dans les domaines de commerce, mais il y a ce sont des macrocibles polymériques. Donc il y a énormément d'études qui ont été faites dans l'encapsulation, la conjugaison des composés du produit naturel avec des enzymaires. Il y a toute sa société qui a réussi à mettre un produit en marché sur le marché, je l'ai expliqué. L'avantage de ces enzymaires, par rapport peut-être à ce qui est liposome, c'est qu'on peut mettre de façon très facile, des combinaisons. Donc on met deux produits naturels absorbés par un enzyme. Voilà. Alors, ce qui est connu aussi en produits naturels, c'est que les produits naturels peuvent aussi servir de barre de nanoparticules, par exemple, de cytosine. Ça provient bien sûr soit de la carapace de crabe en forme de champignon. Vous avez la chitine, la forme diacétylée, c'est les deux là. Ces produits sont utilisés pas à mode chimique, mais en conjugaison de produits naturels pour délivrer dans la tumeur par exemple. Le kizone, c'est l'exemple le plus flagrant, j'allais dire, l'utilisation de produits naturels en tant que nanoparticules. Alors, actuellement, donc, les produits naturels, deux produits naturels ont été utilisés essentiellement. C'est la doxorubicine, essentiellement la triamycine, qui provient de la mer Adriatique aussi de l'Italie. C'est un produit qui est rouge, là, un cancéro extrêmement puissant, qui a des effets secondaires terribles. Donc, l'encapsulation de doxorubicine par du liposome, doxorubicine dans le liposome, on a un produit commercialisé de doxy qui permet d'améliorer spécialement la toxicité par rapport au et l'utiliser pour ça du cancer, alors, ce qui est extrêmement intéressant évidemment, c'est le taxone, c'est un peu naturel, bien sûr.
qui est complexé à de l'albumine, ici qui est remarquable. On n'utilise pas l'hydrosol, c'est de l'albumine humaine. Attends, c'est l'humaine, mettons, l'albumine animale. La complication, si il y a une particule, c'est une particule comme de simplement spécifiquement dans la clinique. Voilà, c'est la trouvé par les métiers. On améliore la stabilité de la dose ici et on joue la toxicité. Parfois, la toxicité dans les éléments de même de l'araxane. C'est une monoacité qui a commercialisé ce complexe entre l'albumine et le taxon. Alors, les enzymes, c'est quoi les urinaires? Vous voyez, ce sont des polymères. Les polymères, les espèces en fait, c'est pas de banque, c'est des disques. En trois dimensions. Donc, on peut caractériser différents paramètres. D'abord, il y a le cœur ici, qui permet un peu de stabiliser l'ensemble. Après, vous avez des espaces qu'on appelle le mode spécifique, dans lequel la molécule de l'amine de produit naturel, disons, va absorber à l'intérieur du possible. Vous avez bien sûr l'échelle qui permet d'orienter un peu le ordinaire, et vous avez la surface de spécialisation, qui est ce que vous voulez entre guillemets, et le jeu que nous avons fait pour conservage durable il y a 10 ans, c'est de modifier la surface pour faire des ordinaires actifs par eux-mêmes. Je vais revenir un peu plus loin. Donc, vous voyez, et ceci, bien sûr, on peut faire des itérations de 1, 2, 3, 4, et on envoie la table en faisant, en mettant différentes branches, des branches derrière les autres. Alors ça, ce sont les pamas. Alors que les choses sont claires. Les pamas, ce sont les premiers ordinaires qu'on fait décrire, je ne sais pas, des milliers de publications. On peut pas d'ordinaire, c'est des pamas d'ordinaire, on ne peut pas à l'ordinaire. C'est ça qu'on fait. On a fait tout un siècle à un moment, tout simplement, on ne peut pas faire du gazette, on ne peut pas stable. C'est pas mal, mais ils ne sont pas stables. Donc c'est pas la peine d'envisager de faire du GMP avec les constructeurs. Ça, j'ai du mal à convaincre un certain nombre d'universitaires du fait. Quand ils sont cliniquement parlant, on n'est pas en GMP pour l'impliquer. Vous ne verrez jamais aucun pas mal. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on peut encapsuler un médicament, par exemple, un peu naturel actif ici, soit on peut le conjuguer ici, mais également, on peut aussi le bien mettre dedans. Tout le projet à l'intérieur, il y a des équipements qui permettent d'avoir une activité supplémentaire. Donc ça, c'est la taille. La taille augmente exponentiellement avec la génération, c'est-à-dire le nombre de branches que vous mettez. Alors, quels sont les densitaires les plus utilisés actuellement? On en a même une centaine. Il y a pas mal, c'est très intéressant, pas mal, mais il n'est pas ça. On peut utiliser en façon théorique, mais pas. Il y a ce pépillard, et donc vous voyez, il y a quelques jours à l'île, donc si vous voulez beaucoup plus tard, vous pouvez l'appliquer avec ce type d'ordonnance. Ceci, c'est un ordinaire issu de la mélanine, c'est très utilisé, c'était très utilisé, mais on n'a pas fait beaucoup d'études sur ça. Je pense qu'on peut aller en plus avec ça. Et surtout, les ordinaires consommés dans le général, on peut l'emplir, on fait faire des logicialités, mais un peu plus. Ils sont devenus extrêmement graves. Alors, en ce qui concerne les ordinaires actifs par eux-mêmes, on ne pas. Bon, je vais passer assez rapidement. Bon, les grands quelques séries sont pas mal. On ne peut pas le clinique. Très intéressant pour le clinique. Et les ordinaires actifs par eux-mêmes. Donc, c'est les premiers au monde à trouver des identiques sur la base des ordinaires, identiques au stéro également. Je vais montrer des mécanismes à la fois des métallos et des métallos. Alors actuellement, il existe plusieurs compagnies, des SA en Australie, qui développent des ordinaires qui même comme les cellules. Alors, la question que vous pouvez me poser, c'est la toxicité. Alors les choses changent. Alors, ce qu'on me disait il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, tous les polycationiques, dans la polycationique, sont toxiques. Tous les anioniques ne sont pas toxiques. Dès que vous mettez une chaîne de paix, polycationique du col, qui permet de stabiliser la molécule et la rendre mieux compatible. Ceci est faux. Je vais dire ce que je dis. Autant les anioniques, ne sont pas des anioniques, mais toujours non toxiques. Par contre, les polycationiques, ça dépend de la forme de la génération que vous utilisez.
stabilité et de la nature du polycation que vous avez à la chercher. Nous avons des polycationiques stables, non toxiques. Donc, de dire que les polycationiques sont automatiquement toxiques n'est pas juste. Alors, ce qui est intéressant dans ce type d'ordinaire, tout simplement, c'est qu'en fonction de la génération, vous administrez parfois intraveineuse, qui fait classer. Vous voyez que par les générations, on est exclusivement, on stocke uniquement au niveau du vin. Et quand on augmente la génération, on diminue la concentration au niveau de l'eau. À l'opposé au niveau du foie, petite génération, pour un augmente la génération, et bien sûr, dans le sang, vous avez la somme des deux. Vous voyez, dans la petite génération, c'est essentiellement lié dans le sang à la clairance au niveau du vin, à l'opposé, au niveau du foie, à l'opposé génération. Alors, on a publié récemment, vous avez déjà dit, une revue concernant les produits naturels et les ordinaires. Alors, vous verrez ici quel est l'avantage du ordinaire. On a une meilleure solidité du produit naturel, donc la puissance, la stabilité, la sélectivité, et surtout, on peut utiliser différents types de lait. On parle des ordinaires. L'hyposome, on peut faire que par voie levée. L'ordinaire, on peut toutes les voies. On a fait la voie orale, la voie intramuelle, bien sûr, transdermale, et surtout la voie nasale. La voie nasale, je vous en conseille, c'est la voie qui permet d'éviter la barrière hématoencéphalique, vous allez directement dans le cerveau. Également la voie spirale, on a donc un produit très intéressant concernant donc anti-inflammatoire au niveau des poumons. Alors, concernant la stabilisation, ça permet de stabiliser des produits naturels plus solides, les ordinaires. Soit qu'on fait une clostérilisation, soit une interprétation. Peu tirera au niveau de la conjugaison. Fait. Donc tous ces produits naturels ici, on a amélioré la solubilité, ça c'est pas les produits naturels, la solubilité en complexant ce produit ou en conjuguant, principalement en complexant les produits naturels à 10 ans. Et par exemple, si vous prenez le produit naturel, par exemple la doxorubicine, en bleu ici, vous voyez, les ordinaires, ils se mettent plutôt au niveau des branches, la différence du méthylatoxal qui se met à la fois dans les branches et dans le cœur. Ce qui est intéressant ici, c'est que la clostérilisation, le taxol, il faut un cluster soluble. Et alors c'est très intéressant parce que c'est le début d'une approche de la gène thérapie, j'en parlerai plus tard. Donc c'est une complication vasomolinaire avec une molécule. Gène thérapie, ça c'est le SCMNA, bien sûr, mais c'est le début de la réflexion au niveau de la gène thérapie utilisant les polycationiques, les remèdes polycationiques. Ok, donc par exemple, un exemple de solubilité, on prend le taxol qui n'est pas soluble, ils sont à 3 millimolaires. Je parle de la solubilité thermodynamique, pas la cinétique. La cinétique est moins intéressante à expliquer. Là, vous avez la solubilité, puisque vous montez en génération et en génération et en montant des PEG, okay, vous apercevez qu'ici, par exemple, vous voyez, c'est un PEG GA105. Donc on augmente la quantité de PEG à la surface, donc on améliore la solubilité du taxol, okay, parfait. On est à la solubilité utilisée chez l'homme clinique, les choses en clair, et surtout, on n'a pas d'effet d'hyperdémia qui est observé avec la formulation qui est actuellement à l'hôpital, qui pose des bonnes de toxicité. On n'a pas de bonnes de. Alors, ça c'est des produits naturels qui sont conjugués, non pas en café, mais conjugués à des ordinaires. Vous avez le méthylatoxal, le xorobicine, le toluricine, le curcumin, tous ces produits naturels ont été conjugués à des ordinaires. Vous allez passer vite, c'est pour la chimie, on peut conjuguer à n'importe quel endroit de la molécule parce qu'on sait que dans la tumeur, par exemple, il va être relargué à pH 6 pour un relargué. Vous voyez, on peut mettre soit des amyles, soit on peut mettre des carbamates. Donc, vient avec les ordinaires, bien sûr. On peut mettre aussi, je mets un petit peu de temps. On peut mettre aussi ici des imides également.
reviendra un peu plus tard. Donc vous voyez, on a toute la complexité de greffage sur la surface d'un polymère, à des fonctions classiques qui sont libérables à pH acide, par exemple, dans la tumeur. Et pas à pH 4 dans le sol. Parfait. Alors, l'image que je présente, voilà. Tout simplement, c'est quoi? C'est l'effet chez les cellules portant des tumeurs. Vous voyez ici les tumeurs ici. C'est ça que j'ai pris chez plusieurs bactéries, un phronateur des ordinaires. Vous voyez les souris, quand on les tumeurs, on les traite avec du méthodoxate, comme ça touche également les cellules normales, et les cellules immunitaires, ça touche également les cellules blanches, on va dire, pour être fait. Vous voyez donc, l'aspect des souris n'est pas terrible. On se fait peut-être une tumeur, ça c'est exactement le même fait. Par contre, si on prend le même méthodoxate pour l'encapsule à l'intérieur d'un ordinaire, vous voyez, on traite la tumeur, vous voyez que comme il y a un distinguo entre les cellules saines et les cellules normales, on retrouve un espèce plus normal, on ne perd pas les poils parce qu'on ne touche pas les cellules saines. Alors en plus, on a une activité, ce qui est normal parce qu'on va dire qu'on a davantage dans la tumeur, il a 3 mg par kilo, là on est 4. Voilà. Alors si on réduit un peu la situation, ce que je peux dire tout simplement, c'est que si on prend un ordinaire, on approche un certain nombre de groupements à la surface qui permettent d'aller directement au niveau de la tumeur. J'en reviendrai à cette explication-là. Et vous avez des produits naturels qui sont soit capturés, soit capturés. Je reviens ici à ce niveau-là. Il y a 20 ans, 15 ans, maintenant je ne sais pas encore d'avis, on disait qu'il faut absolument mettre un targeting pour aller reconnaître la surface de la tumeur et rentrer à l'intérieur. Je suis de moins en moins confiant dans ça. Vous n'avez pas laissé. Il y a des ordinaires actuellement, je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de targeting pour aller à l'intérieur de la tumeur. Ça va directement. Alors, comme exemple, je vais passer à l'exemple circulant, ça c'est des acides vivo, pardon, in vitro actuellement, on est tumeur de glioblastome, donc tumeur du cerveau, okay. On sait que les produits ont du mal à pénétrer la barrière, sauf si on utilise la bande data, je reviens, j'insiste là-dessus. Donc là, le méthodoxate, le produit naturel a été complexé avec ces ordinaires. Quand on a ici le glucosamine qui permet à la fois de traverser la barrière hémato-encéphalique et également de reconnaître la tumeur. Chose qu'à mon avis c'est moins important, mais par contre ça permet de faire rentrer le ordinaire à l'intérieur du cerveau. Okay. Et donc en fonction du nombre de chaînes PEG utilisées, vous voyez ici une chaîne ici, vous voyez donc par rapport au niveau de la cytotoxicité des lignées glioblastome sensibles, et résistants au méthodoxate, vous voyez, le méthodoxate bien sûr est actif sur les lignes classiques, j'allais dire, mais pas actif sur les lignes résistantes, c'est normal. Et vous faites la génération 1, 2 et 3, qui augmente du nombre de PEG, vous voyez que vous diminuez, vous augmentez l'activité bien sûr, à la fois dans les lignées résistantes et non résistantes au méthodoxate. C'est normal, on rentre directement au niveau bien sûr, et on est assujetti au fait de la résistance des tumeurs. Alors, on va passer maintenant au vivo. J'ai pris un exemple qui est intéressant, au vivo bien sûr. Donc on a une liste ordinaire, méthodoxate est vraiment calculée, on l'a conjuguée. C'est qu'est-ce qu'on s'aperçoit. Donc on a une liste envoyée chez la souris, portant le tumeur C80, c'est le tumeur sein, tous les 2 jours, en 16 jours. On s'aperçoit ici que vous avez la moyenne du volume de la tumeur. Regardez un peu le volume d'électricité. Mais tout à fait, en lui-même, on diminue la vitesse, c'est proposé d'avoir la vitesse sur 4%, vous voyez à peu près le 4.5 ici, on s'en plus. Et quand on utilise cette ordinaire, c'est une ordinaire enquête dans laquelle on a encaissé le méthodoxate, enquête le méthodoxate, mais à l'échelle faite, vous voyez, on diminue le volume de la tumeur, également, on augmente la vitesse de la diminution de la tumeur. Et quand on est en conjugué, c'est un peu meilleur, mais je trouve quand même que la différence est quand même pas si terrible que ça. On va conjuguer ou calculer, on reste, à part des problèmes techniques, j'allais dire, à peu près au niveau. Donc on va physiquement voilà. Alors, un autre exemple aussi qui est intéressant, je pense très vite, simplement on a pris cet ordinaire, qui est une chaîne de PEG, vous avez dit une chaîne
j'appelle la biocompatibilité de l'urinaire. On a une ultrazone qui est équivalent mammographie. On est in vitro, on relate très facilement dans la tumeur, c'est pas le cas. Et vivons, on a une activité remarquable, vous voyez, à 20 mg par kilo équivalent en oxyroglycine, dans une tumeur du côlon, c'est 26, ok. On s'aperçoit qu'au bout de 60 jours, on a 100% des animaux survivent, donc on n'est pas toxique. Okay. Généralement, on a des chaînes PEG autour, des petits là. On attend une nuit de 32 heures, versus 10 minutes au niveau de la oxyroglycine. Et surtout, on améliore, si vous voulez, on n'a pas de problème de toxicité, et on améliore l'efficacité à peu près d'un facteur 8 à 10 par rapport à l'oxygène. Et surtout, on n'est pas toxique par rapport même aux toxiques que je l'ai dit tout à l'heure. Dans la tumeur, on s'aperçoit que dans un autre modèle, on a à peu près, par rapport au muscle, 4 fois plus de produits dans la tumeur que dans le muscle et que au niveau du corps. Alors, oui, alors vous voyez, je dis tout à l'heure, au niveau du foie, on est assez élevé, donc il faut absolument. Et peut-être un des problèmes des nanomédecines. Il faut absolument que le produit ne soit pas toxique. Sinon, vous avez des problèmes au niveau du foie. Je sais pas. Alors, si on fait, et ça, c'est des bêtes de laboratoire, jamais l'industriel va rentrer là-dedans, mais c'est intéressant de savoir. On prend un ordinaire, on conjugue un produit actuel, c'est le taxol ou le taxotère, en fait. On met quelque chose qui permet de la visualiser au niveau de la tumeur, et on met un anticorps qui permet de reconnaître la surface de la tumeur. Je suis moins convaincu par ces études-là, c'est compliqué, jamais on ira industriellement aller là-dedans. C'est intéressant de savoir. À mon avis, il n'y a pas une amélioration fantastique avec ou sans anticorps, d'un point de vue personnel. Voilà. Donc ça c'est la libération, si vous voulez, la libération du produit sans anticorps et avec anticorps, sans anticorps et avec anticorps, donc on suit tout à fait normal, ok, un pH 7,4, parfait, et l'activité, vous voyez, à mon avis, vous voyez, là, on compare, c'est pareil, là, ça c'est le truc du cellulaire, l'activité avec l'anticorps et sans anticorps, pour moi, c'est très proche. Ok. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Il y a des sociétés extrêmement innovatrices, je vais dire comme ça, qui est Stapharma, qui est une Australienne, qui a développé un composé qui s'appelle Vivagel à base d'enzymaire. Et il est facile et ce d'enzymaire, je vais vous montrer la structure tout à l'heure, juste après, est commercialisé comme pour les infections bactériennes vaginales. Et ils ont trouvé que ce produit, par voie nasale, était un anti-Covid. C'est un antibactérien, il est même un antiviral, excusez-moi, un antiviral, comme pour le Covid-19 par voie nasale. Vous voyez ce ordinaire, c'est un domaine un peu compliqué, parce qu'on est quelqu'un, mais c'est un monstre quand même, ce qui me fait dire que les ordinaires, la taille, la pénétration au niveau des organes joue un rôle, mais pas tant que ça quand même. Il faut être entre j'allais dire 1 et 150 nanomètres à peu près. Vous voyez, ces ordinaires portent à sa surface 32 groupements sodiques, vous voyez, et ce là 32, donc c'est un polyanionique, et on en fait à l'échelle de 100 grammes GMP. C'est toujours GMP, polyestable. Et ce produit-là, donc, comme je vous l'ai dit, il est actif comme antibactérien vaginal, parfait, mais également utilisation comme anti-HIV. Alors, ils utilisent également ce type de antiviraux encapsulé en encapsulant des drogues, comme par exemple le taxotère. Alors, le problème du taxotère, c'est un produit qui vient de chez Sanofi, que je connais très bien. Le problème du taxotère, comme les anticancéreux en général, ils ont des problèmes de neutropénia, c'est-à-dire diminution du globule blanc. C'est-à-dire que vous avez une diminution du système immunitaire. C'est pour ça que vous voyez même les souris, vous avez vu les souris se porter mal, et c'est probablement à cause de ça. Alors, c'est un ordinaire qu'on peut faire en GLP, et donc, c'est des ordinaires qui sont en phase 2 clinique, en phase 2, sur des tumeurs solides, de la prostate et du sang. Donc ça, c'est une avancée. C'est une société extrêmement active.
sens de la développement ordinaire, elle est juste en dessous. Alors, je passe maintenant à un autre volet. Concernant la dernière phosphorée qu'on développe avec le professeur Majoral, il y a à peu près une quinzaine d'années, en psychologie. Alors, nous on a décidé non pas de faire des ordinaires de haute génération, vous avez tous les monstres qu'il y avait, ils sont soit pas stables, soit ils sont compliqués à stabiliser, etc. On va faire des petits ordinaires. Et au début, on nous prenait pour les fous, c'est-à-dire jamais de la vie vous obtiendrez des produits actifs avec des petits ordinaires, c'était pas sûr, c'est vraiment ça. Alors, pour les raisons de la décider, on ne va pas s'embêter, on va faire maximum de la série ordinaire pour pas gagner. On ne va pas les toucher. D'accord? En fait, on va surtout développer des générations 0 ou 1, avec des grands rendements. On peut faire de multiplication à la surface extrêmement facilement. Vous voyez le point. Premier point, stabilité dans l'eau. Premier point, stable, au moins un an. Il y a des ordinaires qui sont stables à la paillasse, on laisse pendant la paillasse, au moins un an, ils sont stables, ça ne bouge pas. Parfait. On peut les soutenir, on peut pas les enchaîner. C'est pas la peine d'aller chercher des ordinaires qui ne sont pas GMP LISA, directement GMP, donc directement clinique, et on peut modifier bien sûr la nature des branches, etc. Et bien sûr, on va essayer d'avoir un coût le plus bas possible, ceci n'est pas le plus mondial, mais le plus de plus. Bien sûr, il faut qu'il soit plus compatible, vétéral, et l'eau, une logistique, c'est quelque chose que nous avons. Ça, c'est le règle générale pour tout produit qu'on veut développer en clinique. Alors, on avait développé il y a à peu près 15 ans, vous voyez ces monstres là, G3, dans lesquels on avait ici 48 groupes moisibles qui sont diffusés. Ce sont des produits G3 qui sont anticancéreux, pour lesquels on a trouvé un mécanisme super original, c'est l'actuateur de la protéine PAX. On n'a pas été plus loin parce que ce n'est pas développable en clinique en parlant. On a tellement changé notre réalité, on a fait des petits ordinaires. Vous voyez, c'est tout petit par rapport à ça. Et donc, ceci, donc, on a fait des collaborations, un peu plus tard, en collaboration avec des Indiens, développement de ce type de composés ici, extrêmement petits, stables, etc. Dans la tuberculose, c'était les premiers à montrer que ces petits ordinaires sont des antituberculeux, à la fois résistants et non résistants, aux souches traditionnelles, je veux dire, et c'est un intérêt beaucoup, bien sûr, entre autres l'Inde. On continue, bien sûr, la collaboration avec les Indiens à ce sujet. Alors, on passe au cancer. On passe au cancer avec des petits. Je ne peux pas vous indiquer quel type de modification, parce que c'est très similaire. Nous sommes en train de publier un mois suivant, je pense, changer de cocktail. Toutes mes excuses, j'ai trop vite. Voilà. Ce type de petits ordinaires, on a fait des études de moléculaire modélique. Moi, je vais expliquer pourquoi on a fait ça. Avec le collaboration avec Sanofi, on a donc, ces produits ne sont pas cristallisés pour l'instant, ok, on a fait des moléculaires modéliques, et on a tout à fait la connaissance des interactions intramoléculaires de ces petits ordinaires. Et par exemple, les cystatines, nous utilisons intramoléculaires du type externe. Donc, on a vu toute une étude, bien sûr. Alors, on a développé dans le même signe, même direction, des anticancéreux. Et je vais montrer la puissance des anticancéreux. Là, imaginez c'est quelque chose de petit. On est en train d'écrire la publication, vous aurez le renseignement plus tard. Ça change pas. Et ceci, ce produit-là, en l'occurrence, on appelle le PDM1, c'est un produit extrêmement puissant comme anticancéreux. Atoxique, anticancéreux. In vivo. Alors, on l'a illustré par voie in vivo dans un modèle castrien, qui est un modèle du sein classique. Ok, non muté. Non métastasé non plus. Alors vous voyez le produit qui est chez l'animal qui n'est pas toxique, parce que le poil de l'animal ne bouge pas, sinon l'animal est là-bas. Et vous voyez ici qu'on en monte à la dose, là on est à 25 mg par kilo, 30 mg par kilo et 300 mg par kilo tous les 2 jours. Vous voyez, à 300 mg par kilo, vous voyez donc la diminution. C'est 100 mg par kilo. Mais je vois 100 mg par kilo au 6 mois, de 25, 30 et 100 pendant 6 mois. La taille de la tumeur qui diminue, on le voit ici aussi. Moi je trouve que l'effet est intéressant, mais c'est pas quand même extraordinaire. Mais il y a un effet quand même. Et bien sûr, on ne touche aucun organe, ce qui est le remède ici. Donc on a un produit anticancéreux, par voie IV, qui marche, je veux dire, à 100 mg par kilo, n'est pas si mal.
mais le meilleur vient après. Toujours in vivo. Non pas des tumeurs classiques des 1 mais des tumeurs du type MDA, MB, des tumeurs, cancer du sein, triple négatif. J'aimerais qu'ils ne prennent pas les photos, parce que c'est encore confidentiel, excusez-moi. C'est pas publié encore. Faites confiance. Toutes les excuses. Donc voilà. Donc vous voyez, dans ce modèle extrêmement agressif, cancer du sein, triple négatif, où il n'y a rien, quelle activité? Vous voyez, il y a 50 mg par kilo de diminution de la tumeur. Vous voyez ici, il a tous les 2 jours. Vous voyez, la tumeur, on a détruit tout de suite. Extrêmement puissant. C'est un produit extrêmement puissant dans ce modèle, qui est le modèle triple négatif, meilleur que le modèle 4T. D'accord? Donc il n'y a rien. Je dis qu'il n'y a rien. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la combinaison avec des produits naturels. On a donc combinaison de ce produit-là, PDM1, avec de la doxorubicine et le cisplatine. Après le cisplatine, c'est pas un produit naturel. Donc on dit 2-3 mots. Alors vous voyez que si on fait une combinaison de 2 mg par kilo de doxorubicine et on est à 10 mg par kilo, inférieur bien sûr au sacrement ici j'allais dire du ordinaire, polycatonique, vous voyez, l'activité est non, l'activité diminue fortement, et vous voyez ici, bon, on est peut-être comparable à ça, mais on a une diminution. Donc chez l'homme, on s'en fout plus moins de ça. Vous voyez l'effet considérable de cette combinaison d'oxorubicine, d'enzymaire polycationique de petite génération. Le cisplatine, c'est d'accord, mais sans qu'à tout le monde ait le cisplatine, la doxorubicine, c'est peu de l'acteur. Alors, la mécanisation a été étudiée au Japon, hein, et on sait que c'est une mécanisation extrêmement originale, c'est normal. On interagit avec la protéine PIN1, okay, c'est un mécanisme original au niveau des anticancers. Alors, ceci a été établi par l'immunologie, c'est-à-dire à l'aide d'anticorps. Voilà. Alors, j'ai terminé la conférence à ce point-là. Ce qu'on fait actuellement, c'est de plus en plus on utilise les enzymaires polycationiques dans la gène thérapie. C'est un des premiers au monde à faire ce concept-là. Donc, il y a plusieurs unités qui fait quoi? C'est quoi? On prend un polymère polycationique, par exemple, un ordinaire. Attention, qui peut être actif aussi, hein. Qui peut être actif. On peut utiliser nos ordinaires anticancéreux. Ok? On complète le BCRNA. Et on va toucher, on fait de la gène thérapie, donc on va toucher la réplication cellulaire au niveau du gène. Alors donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on développe ce type de petite génération 0 de polycationique. L'intérêt de la chimie ici, vous voyez, toujours génération 0, on multiplie par 2 le nombre de groupements à la surface. Donc, les produits sont stables, le GMP là. On passe de 12 aminoacides ici, polycationiques ici, à 24. Alors, ce qu'on a fait des études de molécule organique, pas moi, mais la société Sanofi, hein, un qui est 9, okay, dans lequel vous avez ici le SIRNA, je vous montre le SIRNA, et là vous avez des enzymaires polycationiques. Vous voyez, le SIRNA, c'est à peu près dans ce SIRNA. Alors c'est un SIRNA, on collabore avec le professeur Valentin Sénat de l'hôpital de Madrid pour des glioblastoses, donc des tumeurs du cerveau. Et donc, c'est un SIRNA spécifique pour le glioblastose, et vous voyez le nombre d'enzymaires polycationiques qui se mettent, s'approchent, c'est-à-dire sur le cerveau. Alors, avec les Chinois, on travaille également, non pas les SIRNA, mais les micro-R. Là, ils sont presque SIRNA. Vous voyez, il est extrêmement intéressant le moléculaire organique qui permet de comprendre l'interaction de nos polycationiques, de nos générations, avec le SIRNA. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'une idée, hein, vous allez me dire, c'est complètement stupide, idiot, on pourrait faire, utiliser nos générations polycationiques fonctionnent dans une petite génération polycationique, complexer les SIRNA, on les toucher, j'allais dire, la partie génétique, par exemple, d'un adversaire bien particulier, okay, on ne pourra pas en calculer la nature active. On pourrait, si vous voulez,
à l'intérieur de ça, je vais faire, peut-être que ça sera quand je serai à la retraite, moi, quand j'arrêterai tout, voilà. On pourra tout simplement ouvrir, encapsuler à l'intérieur de ceci, j'ai dit un niveau naturel, et compléter ici et là. Alors, je vais plus loin, et ça c'est, il faut rêver chez Michel, il faut rêver. Si on a un produit polycationique réactif, de l'activité avec le produit naturel, sur l'activité avec le stérilet. Voilà. Je peux oser, on peut tout à fait envisager. Voilà. Donc, moi ce que je conseille surtout aux jeunes, c'est de laisser votre esprit. Imaginez, la chimie ici est un monde ouvert. Il ne faut pas écouter les vieux ringards qui vous disent que c'est, on connaît tout, etc., etc. On connaît très très peu. On apprend tous les jours et on est là pour surtout pour innover, pour sauver les personnes qui peuvent être nous. Alors je tiens à remercier toutes les personnes là, mais très rapidement, pour exemple le professeur Majoral de l'université de l'USSI à Toulouse, qui fait le droit des primaires, grâce à lui, j'ai appris énormément de choses, je suis tout appris, répondu. Le professeur Chic, on collabore tous ensemble sur les dents primaires, polycationique et polyamidonique dans le domaine du cancer et de l'inflammation. Les professeurs Jean Rodriguez et Anne Rodriguez de l'Université de Madrid, qui ont travaillé sur les antibiotiques sur la base de l'ordinaire. Et on a deux grosses collaborations tripartites. Et donc, avec lui, j'ai démarré avec lui l'antituberculeux, que je continue actuellement dans les anticancéreux. Et le professeur Pipichi, lui, c'est également tout ce qui est leishmanien au niveau de l'homme. Et enfin, je l'avais le professeur Lantini à Paris, qui est quelqu'un d'extrêmement expert, tout ce qui est antiviral. Alors, actuellement, je collabore très étroitement, très fortement avec une nouvelle société française qui s'appelle Argo Biospigo, une société extrêmement dynamique, depuis un an à la société, en consultant, et on développe des produits dans un certain nombre de domaines extrêmement prometteurs. Donc, je tiens à vous remercier. J'espère que je ne suis pas trompé ici. J'espère. C'est bon. J'ai pris ça sur Internet. Et voilà, je tiens à vous remercier de votre patience.